Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette présentation de la vidéo de contenu du module résistance des matériaux 2, conçu pour les étudiants de la troisième année licence en génie civil. La résistance des matériaux est une branche de la mécanique des milieux contenus. Elle permet d'étudier la résistance des structures et leur comportement dans le domaine élastique caractérisé par la loi de Hooke. Ce cours nous permet d'approfondir nos connaissances sur les types de structures qui peuvent être isostatiques ou hyperstatiques, comprendre les différents types de sollicitations extérieures qui agissent sur une structure, déterminer les efforts internes et évaluer les contraintes et les déformations engendrées en utilisant des méthodes de calcul spécifiques. Le cours est scindé en 4 chapitres. Le premier chapitre nous permet de comprendre les différents types de sollicitations composées. Le deuxième chapitre traite les triés isostatiques et hyperstatiques. Le troisième chapitre présente l'importance des lignes d'influence dans le calcul des sollicitations internes. Et le quatrième chapitre illustre l'utilisation des méthodes énergétiques dans la détermination des déformations au niveau des structures. Alors, pour le premier chapitre, les sollicitations composées se divisent en flexion déviée simple et en flexion composée. On parle de la flexion déviée simple lorsqu'un élément est soumis à des charges extérieures qui sont inclinées par rapport aux axes principaux Y et Z. L'étude de la flexion déviée simple revient à décomposer les sollicitations en deux flexions planes suivant les plans principaux XY et XZ. Alors, dans les sections droites, on trouve les moments fléchissants MY, MZ et les efforts tranchants TY et TZ. Pour un point I de coordonnées YZ appartenant à la section droite, la contrainte normale engendrée par les moments fléchissants MY et MZ est donnée par la formule suivante, tandis que les efforts tranchants TY et TZ engendrent des contraintes tangentielles données par les formules suivantes. L'axe neutre représente tous les points dans la section où la contrainte normale est nulle. Sa position peut être trouvée par la détermination de l'angle alpha qu'il fait avec l'axe Z en utilisant l'équation suivante. La ligne neutre est presque perpendiculaire au plan de la charge. Les points présentant un danger dans la section sont les points les plus éloignés de l'axe neutre, où apparaissent les contraintes maximales en valeur absolue et qui doivent être inférieures à la contrainte admissible. La flexion composée est engendrée lorsqu'un élément est soumis à une charge excentrée par rapport à l'axe moyen de l'élément, ou une flexion plane ou déviée avec une charge axiale. La contrainte normale et les contraintes tangentielles sont données par les formules suivantes. On trace l'axe neutre selon l'équation suivante pour déterminer les valeurs des contraintes extrêmes au niveau des points dangereux et on doit vérifier qu'elles doivent être toujours inférieures à la contrainte admissible. Dans le deuxième chapitre, on traite les triés isostatiques et hyperstatiques qui sont des systèmes de barres droites, articulés entre elles par des nœuds en constituant des corps rigides, comme les fermes des ponts, les fermes des toits et les grilles en trier. L'isostaticité des triers, soit un système en trier composé de B barres droites articulées entre elles par un nœud. Si B égale 2N-3, le système est intérieurement isostatique. Si B inférieur à 2N-3, le système est instable. Si B est supérieur à 2N-3, le système est intérieurement hyperstatique. Soit NE est le nombre d'inconnus des réactions aux appuis. Si NE supérieur à 3, le système est extérieurement hyperstatique. Si NE égale à 3, le système est extérieurement isostatique. Et si NE inférieur à 3, le système est instable. La détermination des efforts internes dans les barres sera faite sur la base des trois équations fondamentales de la statique en utilisant la méthode des nœuds ou la méthode des sections. Dans la méthode des nœuds, en isolant chaque nœud, on écrit les équations exprimant son équilibre en commençant par les nœuds qui ont deux inconnus jusqu'à la détermination de tous les efforts dans les barres. La méthode des sections consiste à couper le système en deux parties et considérer les équations d'équilibre de la statique de l'une des deux parties pour calculer les efforts dans les barres coupées. Le troisième chapitre traite les lignes d'influence qui sont une représentation graphique qui sert à déterminer les sollicitations internes telles que l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant en un point fixe de la structure lorsque le chargement est mobile. Dans le cas des charges concentrées, l'effet élastique est obtenu en multipliant les charges par les ordonnées de leur point d'application sur la ligne d'influence.
Dans le cas des charges uniformément réparties, l'effet élastique est obtenu en multipliant la charge par les surfaces que fait la ligne d'influence avec l'axe des X. Voici un exemple de calcul de la réaction d'appui d'une poutre soumise à des charges concentrées. Et un autre exemple de calcul du moment fléchissant dans une section S sur une poutre soumise à des charges uniformément réparties. Le dernier chapitre traite les méthodes énergétiques. Comme définition, l'énergie de déformation d'un corps soumis à une force représente l'énergie élastique stockée dans le matériau en raison de sa déformation. Son expression dépend aux sollicitations agissantes sur la structure. Pour une poutre soumise à une force axiale, l'énergie de déformation est égale à l'intégrale de l'effort normal au carré sur 2EA. Pour une poutre soumise à une force de cisaillement, l'énergie de déformation est égale à l'intégrale de l'effort tranchant au carré sur 2GA. Pour une poutre soumise à la flexion, l'énergie de déformation est égale à l'intégrale du moment fléchissant au carré sur 2EI. Et pour une poutre soumise à la torsion, l'énergie de déformation est égale à l'intégrale du moment de torsion au carré sur 2GIP. Donc l'expression générale de l'énergie de déformation cumule les termes de l'effort normal, de l'effort tranchant, de la flexion et de la torsion. Pour les structures étudiées en génie civil, on peut se limiter aux sollicitations prépondérantes. Pour les portiques planes et les poutres, on se limite au terme de la flexion. Pour les portiques spatiaux, on se limite au terme de la flexion et de la torsion. Pour les systèmes entrayés, on se limite au terme de l'effort normal. Et pour les arcs, on se limite au terme de l'effort tranchant et de la flexion. Afin de calculer les déformations, on utilise le théorème de Castigliano. La dérivée de l'énergie de déformation d'un corps par rapport à toute force indépendante P est égale à la flèche au point d'application de cette force dans la direction de la force. La dérivée de l'énergie de déformation d'un corps par rapport à tout moment indépendant M est égale à l'angle de rotation autour de l'axe du moment au point d'application de ce moment. Dans le cas où il n'y a pas de force concentrée ou de moment appliqué au droit du point où l'on veut déterminer le déplacement ou la rotation, on applique une force ou un moment fictif selon la direction désirée. Puis on calcule la flèche et la rotation. C'est ce qu'on appelle la méthode de la charge fictive. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention.